Bonsoir à tous, bienvenue sur France Info pour votre grande édition du soir. À la une de l'actualité ce dimanche, de nouvelles explosions à Kaboul aujourd'hui. Il s'agirait notamment d'une tentative d'attentat déjouée par les forces américaines. De son côté, la France propose de créer une zone protégée pour évacuer les Afghans en danger. Pour mieux comprendre la situation en Afghanistan, Ahmad Wali Massoud, frère du commandant Massoud et ancien ambassadeur, est l'invité du 23h. Aux États-Unis, la Louisiane en état d'alerte. L'ouragan Ida, considéré comme l'un des plus puissants de ces dernières décennies, frappe les côtes américaines ce soir, 16 ans jour pour jour après le passage dévastateur de Katrina. En France, l'aggravation de la situation sanitaire en Polynésie où le nombre de morts a plus que doublé. Et dans ce contexte, le pass sanitaire sera dès demain exigé pour les salariés des lieux qui accueillent du public partout sur le territoire national. Avec quelles règles ? Quelle tolérance ? Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, nous répondra. Elle est l'invitée politique de ce 23h. Et d'abord donc, la situation en Afghanistan avec ces images à 2 jours de la date officielle du départ des États-Unis. 2 nouvelles explosions dans Kaboul, notamment suite à un attentat a priori déjoué par les forces américaines. Sur place, les dernières informations avec le correspondant de France 24 à Kaboul, Cyril Payen. Il est vrai qu'on s'attendait, comme tous les habitants de Kaboul depuis ce matin, à travers énormément d'avertissements, à une réplique de l'attentat perpétré par l'EIK, le groupe État islamique en Asie centrale, une réplique à l'attentat d'il y a 3 jours, qui a été un véritable carnage avec des dizaines de victimes. Mais il est vrai que quand l'explosion a retenti, une énorme explosion qui a même fait trembler les vitres de l'endroit où je me trouve, à 2 km de l'aéroport, on était loin à ce moment-là d'imaginer que c'était effectivement une interception par drone des Américains, une interception d'une voiture remplie d'explosifs, semble-t-il, un kamikaze du groupe État islamique qui se jetait sur l'une des portes de l'aéroport militaire de Kaboul, ce qui constitue en fait une des premières frappes directes dans le centre de la capitale afghane par l'armée américaine, ce qui sous-entend aussi ce secret de polichinelle, de la coopération en renseignement sécuritaire et en logistique sécuritaire entre les 2 ennemis de 20 ans, c'est-à-dire les talibans et les Américains, pour l'interception donc de leur ennemi commun, le groupe État islamique. Également dans l'actualité, cette image en lien avec ce qui se vit actuellement à Kaboul, le président américain et son épouse recueillis devant les dépouilles des 13 Marines tués dans l'attentat de Kaboul jeudi. Le couple Biden participait aujourd'hui à une cérémonie solennelle sur une base militaire de l'État du Delaware. Sur le front diplomatique maintenant, la France et la Grande-Bretagne vont proposer demain au Conseil de sécurité de l'ONU de créer une zone protégée à Kaboul. Objectif, évacuer des milliers d'Afghans dont la situation est jugée à risque. Une proposition rejetée ce soir par les talibans. Manon Bougo. C'est le dernier avion français en provenance de Kaboul. Atterrissage cet après-midi sur la base de Vélizy-Villacoublay avec à son bord des soldats et des diplomates dont l'ambassadeur de France en Afghanistan. Un dernier vol qui marque la fin des opérations militaires d'évacuation françaises. Pourtant, à Kaboul, il reste encore des milliers d'Afghans candidats à l'exil. Ce matin, ils sont nombreux à se rassembler devant cet hôtel. Documents d'identité à la main. Depuis une semaine, on nous dit « allez à l'aéroport ». À l'aéroport, on nous dit « allez à l'hôtel ». Je ne sais pas quoi faire. Sur la liste française des Afghans à évacuer, il y a encore des centaines de noms. Alors comment exfiltrer ces civils ? Hier, Emmanuel Macron, en déplacement en Irak, a évoqué la création d'une safe zone. Une zone protégée qui permettrait la poursuite des opérations humanitaires. Paris et Londres soumettront cette proposition demain à l'ONU. Nous portons ce projet de résolution au Conseil de sécurité et j'ai bon espoir qu'il puisse trouver une issue favorable. Je ne vois pas qui pourrait s'opposer à la sécurisation des opérations humanitaires. Mise en place près de l'aéroport de Kaboul et sous contrôle de l'ONU, cette zone permettrait aux Afghans menacés de se rassembler puis d'être évacués par des avions civils vers des pays voisins comme le Qatar. Mais pour certains experts, l'opération pourrait être risquée. Ça représente, si vous voulez, des opportunités terroristes supplémentaires parce qu'il y a une zone, il y a des casques bleus qui ne sont pas toujours ni équipés ni armés pour véritablement faire face à cela. Et second problème, c'est que ça remet en scène
les talibans comme une force avec laquelle on négocie, on est obligé de négocier. Ce soir, le porte-parole des talibans déclare à Radio France qu'il rejette la proposition d'Emmanuel Macron de créer cette zone protégée à Kaboul, mais il assure que les Afghans pourront voyager. De leur côté, cet après-midi, les États-Unis ont mené une frappe contre un véhicule chargé d'explosifs appartenant à l'État islamique. Bonsoir Ahmad Wali Massoud, merci d'être avec nous sur France Info en direct. Vous êtes le frère du défunt commandant Massoud. Votre frère était le symbole de la résistance de votre région, le Panjshir, d'abord face aux soviétiques, puis aux talibans, on y reviendra bien sûr. Vous êtes également ancien ambassadeur d'Afghanistan à Londres. Les États-Unis et la communauté internationale ont-ils, selon vous, abandonné l'Afghanistan? Oui. Les États-Unis et la communauté internationale, les Occidentaux, selon les Afghans, ils ont abandonné l'Afghanistan. Et le peuple d'Afghanistan est déçu. Il pense que la communauté internationale et le monde occidental, l'OTAN, sont responsables de la situation. C'était un choc pour eux. Maintenant, la situation est difficile. Les gens sont tristes. Cette situation est difficile en Afghanistan aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une douleur dans leur cœur. Depuis plusieurs jours, on voit des milliers d'Afghans qui tentent de fuir le pays. Est-ce que vous les comprenez ou est-ce qu'au contraire, ils doivent rester, selon vous, pour combattre les talibans et s'opposer à ce nouveau régime ? Eh bien, le peuple afghan a une expérience des talibans. Donc, vraiment, ils fuient. Ils veulent sauver leur vie. Ils ont peur. Lorsqu'ils voient les talibans, ils pensent qu'ils portent finalement qu'ils vont mourir. Et donc, tout le monde va va vouloir les tuer. Et donc, il y a une peur qui existe chez les Afghans en raison de ce qui s'est passé par le passé, à cause de ce qu'ont fait les Afghans au cours des 20 dernières années. Même avant, et parce qu'ils savent qui sont les talibans réellement. Ils ne sont pas différents des talibans qui existaient il y a 20 ans. Et c'est pour cela que les personnes veulent sauver leur vie en fuyant. Faut-il que les Occidentaux continuent les évacuations? Et question qui va avec, vous avez entendu ce soir, Emmanuel Macron demande une forme de safe zone, une zone sécurisée. Les talibans disent non. Est-ce qu'il faut continuer les évacuations et est-ce qu'il faut une zone sécurisée? Oui, bien sûr, il est important d'avoir une zone sécurisée, parce que si l'on abandonne complètement l'Afghanistan et que l'on ne pense pas à ceux qui peuvent sortir, eh bien il y aura un désastre total. Donc une zone sécurisée, c'est la meilleure solution pour l'instant, et je suis sûr que lorsque les talibans ont rejeté, ils ne peuvent pas vraiment le faire. La communauté internationale au Pakistan ont dit, et si on leur dit qu'il faut le faire, ils le feront. Donc cette objection ne veut rien dire. Vu de Paris, on a l'impression que en dehors de votre région, la région du Panjshir, il n'y a pas eu beaucoup d'opposition à la progression assez rapide des talibans. Joe Biden s'est même étonné récemment dans une intervention de l'absence de l'armée afghane que les Américains disent avoir équipée et formée pendant tant d'années. Que s'est-il passé? Est-ce qu'elle s'est volatilisée? Est-ce que vous en savez quelque chose? Bien sûr, nous savions tous que ça allait avoir lieu. Ce qui s'est passé, on a eu l'impression que c'était quelque chose de choquant, mais nous savions que ça aurait lieu et le pouvoir, s'il n'était pas transféré aux talibans, c'était un scénario qui aurait eu lieu. Ce n'est pas parce que les Afghanistans ne voulaient pas se combattre, ils voulaient combattre bien sûr, mais les Afghans avaient fait confiance à des leaders comme Ashraf Ghani qui n'étaient pas très différents des talibans et donc ce gouvernement était mauvais, il a tout donné aux talibans. Donc les Afghans veulent vraiment combattre, mais ce sont les Américains qui Est-ce qu'il n'y a pas quand même des Afghanistans et pas un Afghanistan, c'est-à-dire des Afghans qui ont accueilli à bras ouverts les talibans et puis d'autres, comme vous le dites, qui veulent combattre? Est-ce que finalement il n'y a pas d'accord dans le pays sur la question?
Bien sûr, comme vous l'avez dit, et comme on l'a vu au cours des derniers jours, ce qui s'est passé à l'aéroport, et lorsque l'on s'intéresse à ce qui se passe dans les lieux où on peut quitter vers d'autres pays, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, on voit qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui fuient. Et ils n'accueillent pas les talibans avec des bras ouverts, bien sûr. Ils ont peur et ils veulent sauver leur vie. Les talibans n'ont pas une bonne réputation chez les Afghans. Les talibans de 2021 qui sont arrivés au pouvoir depuis 15 jours à Kaboul, ont-ils changé? Ça fait maintenant 15 jours qu'on se pose objectivement la question. Est-ce qu'ils ont recommencé les assassinats ciblés, la discrimination des minorités, ou bien est-ce que ce sont des nouveaux talibans plus respectables? Non, ce ne sont pas des nouveaux talibans du tout. Je l'ai dit depuis quelques jours déjà. Non, ils essayent de montrer un nouveau visage à la communauté internationale parce qu'on leur a dit de faire cela, de bien se présenter à la communauté internationale. Mais ce n'est pas vrai. Nous avons beaucoup d'informations, des centaines d'informations qu'ils ont perpétué des attentats ciblés et des assassinats ciblés, qu'ils sont entrés dans les maisons de différents Afghans et qu'il y a des discriminations contre les Hazaras et d'autres minorités. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pires que les talibans du passé. Donc rien n'a changé malheureusement. C'est pour ça que les personnes ont peur. Restez avec nous, Ahmad Wali Massoud. On va revenir ensemble, si vous le voulez bien, sur l'héritage laissé par votre frère, appelé aussi le Lion du Panjshir. Le commandant Massoud et ses partisans avaient résisté aux talibans il y a plus de 20 ans désormais, après avoir résisté aux forces soviétiques. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle génération qui se lève pour lui succéder. Sada Souban. Il est le visage de la résistance afghane. Ahmad Massoud, 32 ans, prend la relève de son père. Ici à Paris en mars dernier, il appelait déjà à une refonte du système politique afghan. Ce qui est important pour le peuple afghan, c'est le futur système politique. Les problèmes sous-jacents de ce pays doivent être abordés lors de négociations futures. Ahmad Massoud fera beaucoup de dégâts à l'extérieur. Des paroles prémonitoires. 2 jours avant les attentats du 11 septembre, le commandant Massoud est tué lors d'une interview par 2 terroristes kamikazes d'Al-Qaïda, se faisant passer pour des journalistes. 20 ans après sa disparition, les talibans sont à nouveau au pouvoir et c'est dans la vallée du Panjshir, comme son père, qu'Ahmad Massoud organise la résistance. Combien de temps pourra-t-il tenir ? Pour l'heure, il s'est dit ouvert aux négociations, mais prêt à prendre les armes pour défendre la vallée. Alors, on vient de voir le digne successeur de son père, votre neveu, Ahmad Wali Massoud. Est-ce qu'il peut tenir? Est-ce que les partisans et le clan Massoud peut tenir face aux talibans? Et combien de temps? C'était la question du reportage. Eh bien, je voudrais dire que oui, ils sont déterminés parce que le Panjshir est très connu. C'est un symbole de la résistance depuis 40 ans contre les soviets, contre le communisme, contre les talibans. Et oui, bien sûr, il peut tenir parce que le réseau de la résistance s'est étendu. Il n'y a pas simplement le Panjshir aujourd'hui, il y a d'autres parties de l'Afghanistan aussi qui résistent. Mais cette fois-ci, la résistance va être beaucoup plus élargie parce qu'elle, ce n'est pas une résistance militaire, c'est une résistance politique, culturelle de la société civile. On voit que les femmes de l'Afghanistan, qui représentent plus de la moitié de la population, elles font partie de cette résistance contre les talibans parce que leurs croyances sont très différentes de celles des talibans. La jeune génération du pays, qui représente 70% de la population, sont une grande partie de la résistance contre les talibans. La société civile également. Donc la géographie de la résistance a beaucoup changé et s'est élargie. Il y a des centaines de milliers qui sortent du pays et qui font partie de la résistance parce qu'ils ne pensent pas beaucoup de bien des talibans. Donc c'est pour ça qu'Ahmad Massoud est là. Il résiste militairement, mais nous avons une résistance aussi dans d'autres parties de la société contre les talibans, contre les croyances des talibans et de l'extrémiste également. Alors, résistance dans la société, résistance armée effectivement, mais aussi pour parler, négociation, dialogue, j'ai envie de vous faire voir cette photo. Elle a été prise cette semaine par un journaliste de l'AFP à Kaboul où on voit le portrait de votre frère et au-dessus des talibans en armes. Est-ce que le clan Massoud peut dialoguer avec les talibans aujourd'hui? On parle, les talibans eux-mêmes, leur porte-parole parle de gouvernement inclusif. Est-ce que votre neveu, vous pourriez y participer?
Que voulons-nous dire par un gouvernement inclusif? C'est un gouvernement qui se base sur les ethnies, les ethnicités, qui représente tout le peuple afghan. S'il y a un gouvernement qui a une structure qui inclut tous les Afghans, qui respectent les droits humains, les droits des femmes, les droits fondamentaux des citoyens, la liberté d'expression, si c'est le sort de gouvernement des talibans, eh bien tout le monde sera inclus et tout le monde va participer. Mais si les talibans définissent un gouvernement inclusif comme un émirat et ils disent nous pouvons vous donner des postes au ministère, eh bien nous n'accepterons pas. Parce que pour nous, ce qui est important en Afghanistan, ce sont les principes, la structure du gouvernement et l'inclusivité avec une définition moderne. Et ça, c'est important. C'est pas quelque chose qui est important pour nous personnellement et pour la sécurité de l'Afghanistan. Je comprends bien, si vos conditions sont respectées, vous n'excluez pas de participer, vous ou votre neveu, à un gouvernement d'union nationale? Oui, si c'est ce que j'ai dit, on voit un gouvernement inclusif d'aujourd'hui, moderne, qui respecte la démocratie, les droits humains, les droits des femmes, eh bien tout le monde participera dans ce gouvernement inclusif pour l'Afghanistan. Mais ce qui est important, c'est d'abord de respecter les droits des ethnicités et aussi d'avoir une structure de gouvernement qui soit décentralisée. Parce que les gouvernements ont une croyance et les autres ont d'autres croyances, ont d'autres idées. Donc il ne faut pas imposer ces idées sur les autres. Donc il faut qu'il y ait un partage du pouvoir décentralisé et cela sera accepté. Vous êtes actuellement de passage en France. Est-ce que vous avez un message pour la France spécifique, pour Emmanuel Macron et plus largement pour la communauté internationale ce soir? Quel est notre message? Il y a 20 ans, mon frère est venu en France, il est venu à Strasbourg, il a parlé aux Européens, au monde entier, à tout le monde, et il a parlé de la menace des talibans et du terrorisme. Si vous ne vous en occupez pas, il y aura des morts. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 20 prochaines années? Nous avons vu le terrorisme s'étendre partout. Après 20 ans, nous revenons et nous disons faites attention aux talibans. Ce n'est pas quelque chose de simple. Les talibans ont d'autres groupes terroristes avec eux qui coopèrent. Ils font partie les uns des autres, ils s'aident les uns les autres. Aujourd'hui, ils vont montrer un beau visage, mais demain, les choses vont changer. Si on ne s'en occupe pas demain, ça sera différent demain, ça sera dangereux demain. Donc il faut faire attention, il faut regarder la menace des talibans, la reconnaître, voir quels sont les autres groupes terroristes, parce que déjà aujourd'hui, il y a 2 ou 3 groupes terroristes de l'extérieur de l'Afghanistan qui ont félicité les talibans. Donc les liens sont très étroits et la France doit combattre l'extrémisme dans le monde et les pays doivent faire très attention. Il faut être vraiment au premier rang de la résistance en Afghanistan. Merci Ahmad Ouali Massoud d'avoir répondu à ces questions ce soir en direct sur France Info, d'autant plus que vous avez donné très peu d'interviews lors de votre passage en France. Merci d'avoir été notre invité. Alors, dans le même temps, Emmanuel Macron achève son déplacement en Irak ce matin sur les traces de l'organisation État islamique à Mossoul, son ancien fief. Sur place, notre envoyé spécial, Anne Bourse. Au milieu des ruines, sous un soleil de plomb, le président français a pris le temps de visiter 2 sites symboliques de Mossoul. C'est l'image de la journée. La mosquée Al-Nouri a été presque entièrement détruite. C'est là que les djihadistes ont proclamé le califat en 2014. Emmanuel Macron y a déclaré que Daesh est un projet de mort et d'obscurantisme. La ville martyre est restée aux mains de Daesh jusqu'en 2017. Aujourd'hui encore, les traces des violents combats sont visibles. Un peu plus tôt, le chef de l'État a apporté son soutien aux chrétiens d'Orient à l'église Notre-Dame-de-l'Eure, elle aussi très touchée. Avec cette visite, Emmanuel Macron reconnaît l'importance de la ville, même si la situation demeure fragile. Il a déclaré tout à l'heure que Daesh montrait des signes inquiétants de résurgence. Le chef de l'État assure qu'en Irak comme au Sahel, la France continuera la lutte contre le terrorisme. Autre titre de l'actualité, la peur qui grandit en Louisiane. L'ouragan Ida vient de frapper les côtes. Plusieurs milliers d'Américains ont déjà fui de peur de revivre l'épisode Katrina. Cet ouragan ravageur qui avait fait 1800 morts. C'était il y a 16 ans, jour pour jour. Thibaut Francesquet. L'eau monte sur la côte sud-est de la Louisiane. Les routes commencent à être inondées dans ce quartier du sud de la Nouvelle-Orléans. L'ouragan Ida a touché les côtes. Le voici vu du ciel. De catégorie 4 sur 5, il doit entraîner des vents soufflant jusqu'à 240 km/h.
La population a pour ordre de rester chez elle. Joe Biden a mis en garde ses concitoyens. Cet ouragan pourrait être encore plus fort que Katrina, qui a dévasté la région en 2005. Ça va être un ouragan dévastateur, très dévastateur. Une tempête qui va menacer des vies. Alors s'il vous plaît, vous, habitants de Louisiane et du Mississippi, et peut-être même plus à l'est, prenez vos précautions. Prenez cela au sérieux, très au sérieux. Depuis hier, avant l'arrivée de la tempête, les autorités conseillaient d'évacuer la région. Alors par précaution, de nombreux Louisianais se sont précipités sur les routes, direction le Texas voisin. Les gens ont peur, évidemment ils ont peur. Moi aussi j'ai peur. Ils vont de ville en ville pour trouver un hôtel, mais ils sont complets donc ils roulent encore et encore. On veut juste partir, mettre les enfants en sécurité, être sûr que tout le monde va bien. Pendant ce temps, ceux qui ont choisi de rester se sont barricadés. Ils se souviennent de l'ouragan Katrina il y a 16 ans tout juste. 1800 personnes étaient décédées. Fatalistes, les habitants ne peuvent qu'attendre. Si cela continue, nous allons tous pleurer lundi prochain. J'avais évacué pour Katrina parce que j'avais des enfants en bas âge. Aujourd'hui, on reste parce qu'ils sont grands. Depuis Katrina, un plan de prévention a été élaboré, des aménagements effectués avec des digues, des pompes ou des barrières, 210 km de réseau anti-inondation. Mais l'ouragan menace aussi une région en alerte sanitaire. Face aux variants Delta et à une population peu vaccinée, les hôpitaux de Louisiane sont sous tension. Ils pourraient avoir du mal à prendre en charge les victimes de la tempête et les évacuations seront très difficiles. Et avant de retrouver l'invité politique de ce 23h, la ministre déléguée à l'industrie Agnès Pannier-Runacher, direction maintenant la Polynésie française où les écoles sont fermées, vous le savez, depuis lundi en cause de l'aggravation de la situation sanitaire. Cette semaine, le nombre de morts a plus que doublé. Le centre hospitalier de Polynésie a lancé un appel à l'aide à Emmanuel Macron. Aurélia Chopin avec les équipes de Polynésie la première. Cet hôpital de Papeete est au bord de la rupture. Les admissions à des stades critiques de la maladie explosent et le personnel fait tout ce qu'il peut pour tenter d'y faire face. 24 lits supplémentaires viennent d'être installés dans la nef de l'hôpital. On est vraiment sur une problématique quasiment de catastrophe sanitaire avec des principes de médecine de catastrophe qui sont appliqués parce qu'on a des problèmes de capacitaire. Submergée par le variant Delta, la Polynésie subit une vague épidémique sans précédent. Penche légèrement la tête. Allez, courage, on y va. Le taux d'incidence y atteint plus de 3000 cas pour 100 000 habitants et le nombre de décès chaque jour y est 36 fois plus important que dans le reste de la France. Les médecins lancent un appel à l'aide. Nous avons aujourd'hui besoin de renforts en ressources humaines que nous évaluons à 200 infirmiers, 200 aides-soignants pour venir nous aider à la prise en charge des patients atteints du Covid aujourd'hui. Sur ce territoire étendu, certaines îles ne comptent aucun médecin et le taux de vaccination est longtemps resté très bas. Un Polynésien sur 3 seulement est complètement vacciné, mais la campagne s'accélère et des vaccinodromes mobiles se déplacent au plus près des habitants, comme ici à Taha. C'est très important parce que là, ça se propage. C'est obligatoire maintenant de se vacciner. Dans le même temps, pour tenter d'endiguer l'épidémie, les principales îles sont soumises à un confinement strict depuis une semaine et jusqu'au 6 septembre au moins, impliquant également la fermeture des écoles. Et c'est dans ce contexte que le pass sanitaire sera dès demain exigé pour 1 800 000 salariés environ, ceux qui travaillent dans les cafés, restaurants, cinémas et autres lieux accueillant du public. Alors beaucoup de salariés, pourtant réticents au départ, ont été contraints de se faire vacciner. Explications et témoignages avec Élodie Largenton et nos équipes en région. Comme les clients, tous les salariés de ce parc d'attractions de l'Oise devront à leur tour présenter leur passe sanitaire dès demain. Même le shérif n'y coupera pas. Pour le moment, non, je ne l'ai pas dans ma poche, mais je le sortirai à partir de lundi. Ah bah la loi, c'est la loi, madame, hein, j'ai pas le choix. Sa collègue, elle, refuse d'être vaccinée, alors elle devra se faire tester tous les 3 jours. Ça vous gêne pas spécialement? Pas du tout. Ce test? Non, pas du tout. À chaque fois, vous travaillez? Non, pas du tout. Après, c'est quelque chose de rapide. Sous 15 minutes, j'ai la réponse, donc non, pas du tout. Mais à partir de la mi-octobre, ces tests seront payants. Samantha, chef de rang dans un restaurant de Châteauroux, s'est donc résignée à se faire vacciner.
Je veux continuer à travailler, je suis obligée de me faire vacciner. Sinon, je ne l'aurais pas fait. C'est une conviction personnelle, je respecte totalement les gens qui le font. Maintenant, si j'avais eu le choix, je ne me serais pas fait vacciner. Ici, seul un salarié ne souhaite pas recevoir d'injection sur les 46 de l'établissement. Comme il était en période d'essai, et ben voilà, rupture de contrat. Je ne peux pas prendre le risque de travailler avec une personne non vaccinée alors que les 45 autres le sont, quoi. Une décision lourde de conséquences pour le salarié et à terme, ce sont les restaurateurs qui craignent de manquer de personnel, comme c'est déjà le cas ici sur le vieux port de La Rochelle. On va être obligé de fermer parce que déjà on a du manque de personnel. Si peu de personnel qu'on peut recruter ne sont pas vaccinés complètement avec les 7 jours pleins. Donc ce qui fait qu'on n'est pas assez pour pouvoir ouvrir correctement au public. Donc on est obligé de fermer demain. Et l'alerte est lancée à la SNCF. Selon le syndicat UNSA, des trains risquent d'être supprimés au dernier moment si des cheminots n'ont pas leur passe sanitaire. Et l'invité politique de ce 23h est la ministre déléguée à l'Industrie. Bonsoir Agnès Pannier-Runacher. Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. On vient de le voir, demain, les salariés, certains, devront se mettre au pass sanitaire dans les lieux qui accueillent du public. Que se passe-t-il si quelqu'un ne l'a pas? Il ne peut plus travailler? Alors, le pass sanitaire, je le rappelle, c'est soit avoir un statut complet de vacciné, soit avoir eu la Covid et être dans un délai où vous êtes protégé naturellement par votre corps, soit avoir un test négatif de moins de 72 heures. Donc, si vous vous présentez le matin, vous pouvez aller vous faire tester et revenir avec votre passe sanitaire, c'est-à-dire votre test négatif antigénique, le cas échéant, si vous n'avez pas encore un statut toutes complet les 72 heures, de vaccination. On va parler du moyen terme et du long terme, c'est un peu compliqué à tenir. Et puis, vous pouvez vous vacciner, parce que l'enjeu, on l'a tous compris, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de ne pas fermer les hôtels, de ne pas fermer les restaurants? Et vous avez montré la situation en Polynésie, qui est effectivement très compliquée, où le confinement a dû être déclaré faute de vaccination de la population. Notre arme qui fonctionne aujourd'hui, c'est la vaccination, et les Français l'ont bien compris, puisque 85% de la population adulte est aujourd'hui vaccinée. On a vu une rupture de contrat dans une période d'essai. Est-ce que c'est le risque pour ceux qui n'accepteront pas les règles de ce pass sanitaire, d'autant plus à partir du mois d'octobre où les tests seront déremboursés? Alors, tout est fait pour faire en sorte que les personnes qui n'auraient pas de passe sanitaire puissent trouver des solutions, poser des congés par exemple. Et je rappelle que le passe sanitaire est obligatoire pour le moment jusqu'au 15 novembre. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la circulation du virus diminue. Notre objectif, c'est aussi de protéger tout le monde. Les salariés qui travaillent ensemble peuvent légitimement attendre de leurs collègues qu'ils aient également la preuve qu'ils ne sont pas contaminants. Les personnes qui viennent dans les cafés, qui viennent déjeuner, peuvent être assurées que les salariés sont bien vaccinés ou ont bien un test négatif. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est une responsabilité individuelle, mais c'est une responsabilité vis-à-vis des autres, d'où l'importance de ce pass sanitaire qui, aujourd'hui, nous permet de continuer à vivre quasi normalement. Et de laisser ces lieux ouverts. Et de laisser tous ces lieux qui ont dû fermer à plusieurs reprises ouverts aujourd'hui. On a parlé du moyen et du long terme. Parlons de demain. Est-ce qu'il va y avoir une période de souplesse, une forme de période de tolérance pour la mise en place de ces nouvelles règles pour les salariés? Je crois que Gabriel Attal l'a très bien dit, le porte-parole du gouvernement. Il y a quelques jours de tolérance, d'explication, de pédagogie, de rappel sur le comment ça marche. Voilà, il faut tous s'adapter. Ça concerne 1,8 million de salariés, dont une très grande partie ont d'ores et déjà leur passe sanitaire, mais il est légitime que tout cela se mette en place de la meilleure façon possible et la façon la plus, je dirais, douce possible. Il y a aussi une inquiétude, c'est celle des patrons que vous connaissez bien et qui sont inquiets parce qu'ils se disent que toute cette histoire de passe sanitaire, ça va pas faire l'affaire de leur chiffre d'affaires. Alors d'abord, qu'est-ce qu'il en est depuis sa mise en place? Et ensuite, qu'est-ce que vous dites aux patrons qui disent il faut poursuivre les aides? Alors, deux choses. Il y a des secteurs d'activité où, au fond, lorsqu'on compare le chiffre d'affaires du mois d'août
comparé au chiffre d'affaires du mois de l'année dernière, où il n'y avait pas de passe sanitaire et où nous n'étions pas dans des moments de restriction, on a en fait, grosso modo, de manière macroéconomique, je dirais, l'équivalent. Si on compare à 2019, c'est plus compliqué ? 2019 versus 2020, vous avez grosso modo des chiffres qui sont équivalents dans beaucoup de métiers comparables. Et je pense à la restauration. Donc, cette réalité globale peut masquer des situations de certains territoires, par exemple, qui sont plus exposés aux touristes étrangers, de certaines régions. Paris, par exemple. Paris, par exemple. Donc, c'est ce que va regarder Bruno Le Maire avec Jean-Baptiste Lemoyne, avec Alain Griset, avec un certain nombre de ministres demain, faire le point sur la situation. Parce qu'à Bercy, les professionnels seront reçus. Ils seront reçus, et ceux de ces métiers, restaurants, cafés, discothèques, et ceux de la culture avec Roselyne Bachelot et toujours Bruno Le Maire et Alain Griset. L'objectif est le diagnostic national, les spécificités territoriales ou de métier. Il y a des endroits où l'activité n'a pas repris comme elle pourrait, elle aurait dû reprendre. Et à partir de là, nous prendrons les décisions pour continuer à accompagner, mais nous voulons accompagner en sur-mesure les entreprises qui, objectivement, ne sont pas en capacité de fonctionner normalement parce qu'elles ont perdu, et malheureusement, même en faisant beaucoup d'efforts, une partie de leur clientèle. C'est quand même la fin du quoi qu'il en coûte et le début du cas par cas. C'est le début du sur-mesure, c'est-à-dire que nous avons une activité qui est aujourd'hui de l'ordre de 99% de celle d'avant-crise. On sait qu'il y a à peu près, suivant les économistes, 6 à 8% des entreprises qui sont encore touchées par la crise sanitaire. Et évidemment, c'est ces entreprises qu'il faut regarder, et en particulier celles qui, en dépit de tous leurs meilleurs efforts, ne sont pas en capacité de fonctionner normalement. À Bercy, vous avez une vue globale sur la situation économique. Est-ce que le plan de relance a porté ses fruits? Où on en est en cette rentrée? Est-ce qu'il faut être inquiet? Eh bien, bien au contraire. C'est-à-dire que aujourd'hui, les chiffres de l'économie française, je pense que si on les avait annoncés il y a seulement 6 mois, tout le monde nous aurait rionné en disant que c'était beaucoup trop optimiste. Nous avons une croissance attendue à plus de 6%. Nous avons un niveau de chômage qui a rejoint celui d'avant-crise, lequel niveau de chômage était déjà au plus bas depuis 10 ans. Donc ces chiffres, ce sont des bons chiffres. Ils sont surtout la manifestation de l'efficacité de la stratégie du président de la République en matière économique. Et du travail et de l'abnégation des Français. Et du fait que tout le monde a joué le jeu. Quand vous dites que 85% des adultes sont vaccinés, nous sommes aujourd'hui un des pays les plus vaccinés au monde. Et là encore, si on se replace il y a quelques mois, ce n'est pas du tout ce que les commentateurs disaient. Donc cet effort, il a été collectif, il a été fait en responsabilité. Et je veux vraiment remercier les Français, remercier les entrepreneurs, remercier les salariés qui ont joué le jeu. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais que ça tient, et ça tient positivement. Il faut continuer, il faut évidemment continuer à travailler. Le plan de relance, par exemple, eh bien, il a permis d'accompagner une entreprise industrielle sur 3 dans des projets de création d'emplois ou d'investissement de modernisation. Donc ça fonctionne et il faut continuer. Restez avec nous, Agnès Pannier-Runacher, parce qu'on va parler aussi politique dans ce 23h. Ce dimanche ressemblait étrangement à un dimanche de campagne électorale. Dans 8 mois, les Français auront voté. Le ou la présidente de la République sera élue. La campagne semble lancée et ce week-end a en quelque sorte donné le ton. Christelle Méral avec Émilie Zizarol. Résistance! Il chante la résistance, mais s'il fallait résumer en un mot la rentrée de Jean-Luc Mélenchon, ce serait l'abstention. Tous aux urnes en 2022, clame déjà le chef de file des Insoumis. L'abstention est le pire qui puisse nous arriver. Moins ça vote, plus Macron et Le Pen sont forts. Elle laisse ses troupes dans l'attente. Mais la socialiste Anne Hidalgo est entourée comme si elle était déjà candidate. La maire de Paris pourrait dévoiler ses intentions en septembre. Il faut peser, mesurer ce que l'on peut apporter et l'utilité qui peut être la sienne. Le maire du Mans, Stéphane Le Foll, lui, s'est déjà déclaré. Les adhérents trancheront lors d'une primaire en interne. La primaire, la question agite la droite, marquée par la dispersion. Michel Barnier et Philippe Juvin à La Baule, Éric Ciotti dans le Sud-Est et à Brive.
Valérie Pécresse. Tous militent pour une primaire. Ce qu'il faut, c'est un seul ou une seule candidate à la fin. Et moi, je ne connais pas d'autres moyens pour départager, on va quand même pas tirer à pile ou face, que le vote. Le vote, c'est la démocratie. Xavier Bertrand, grand absent du week-end, s'y oppose. La division à droite, un poison selon Laurent Wauquiez. Il a réuni ses amis pour sa traditionnelle ascension du Mont Mézin. C'est super sympa que vous soyez là. Il ne veut pas ajouter une candidature de plus. Je considère aujourd'hui en conscience que ce moment pour moi n'est pas venu. Lui aussi fait sa rentrée, avec l'image mais pas le son. Édouard Philippe a choisi le silence. Mais certains proches rêvent à voix haute d'une candidature en 2022. J'ai toujours pensé qu'il ferait un excellent candidat, en tout cas qu'il permettrait de rassembler. Il flottait ce week-end un air de campagne à 8 mois de la présidentielle. Alors on le voit, Agnès Pannier-Runacher, cette rentrée politique est marquée par les préparations de la présidentielle. On vient de voir Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse ou encore Anne Hidalgo qu'on soupçonne d'être bientôt candidate. Qu'est-ce que vous craignez le plus du côté de La République En Marche ? Écoutez, moi je crois surtout qu'on voit ceux qui s'agitent et qui font des déclarations très fortes. On ne sait pas très bien quel est leur programme politique et quelle valeur ajoutée ils peuvent avoir par rapport à aujourd'hui la situation. Puis il y a ceux qui agissent. Et le gouvernement, derrière le président de la République, aujourd'hui, est au travail, agit. On voit que le président de la République est sur tous les fronts, sur l'Irak, sur l'Afghanistan, sur la crise sanitaire. Les ministres sont au travail, l'économie repart, la crise sanitaire est sous contrôle. Nous devons soutenir l'outre-mer. Je crois que ces agitations ne sont pas au niveau des responsabilités politiques du moment et de la situation du moment. Ma question était aussi, est-ce que c'est toujours Marine Le Pen, la principale opposante à Emmanuel Macron, qu'on n'a pas trop vu ce week-end d'ailleurs ? Je crois que c'est pas de cette façon que nous raisonnons. Nous avons un projet pour les Français, nous avons un bilan avec des avancées fortes, des réformes qui ont été menées, mais aussi des choses que nous voulons mener à leur terme et que nous n'avons pas encore réussi à porter. Il faut faire des efforts sur l'école, il faut continuer à transformer notre économie, faire en sorte que la reconquête industrielle soit renforcée. Nous avons également des convictions européennes fortes. Qui vont d'abord s'illustrer dans la présidence française de l'Union européenne au premier semestre, mais ça veut dire que nous avons des ambitions à porter aussi au niveau européen. C'est tout cela que nous allons proposer aux Français. Pour tout cela, il faut un deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est ça que vous voulez nous dire ? Je crois qu'aujourd'hui, les Français ont bien compris que leur président de la République tient un cap, et que ce cap est à la fois un cap de transformation et un cap de protection des Français. Et c'est probablement ce qui explique qu'aujourd'hui, il y ait cette confiance qui est plutôt bonne dans l'action du président de la République et que nous avons, nous, à continuer à agir et à finaliser la transformation et le projet que nous avons proposé aux Français il y a 4 ans et demi maintenant. Mais une rentrée politique assez timide du côté de La République En Marche par rapport aux autres partis. Alors vous allez me reparler d'agitation du côté des autres partis, mais est-ce que c'est une évidence, cette candidature pour un second mandat d'Emmanuel Macron ? Écoutez, il appartiendra au président de la République de prendre sa décision en temps utile. Et encore une fois, je crois que ce que les Français attendent de leur président, du gouvernement, en particulier dans un moment où nous avons dû affronter ensemble une triple crise inédite, une crise sanitaire qui n'a pas eu d'égal depuis peut-être un siècle, 1918, une crise économique et une crise terroriste, parce qu'il ne faut pas non plus perdre de vue cet arrière-plan. Je crois que l'enjeu, c'est de continuer à travailler pour les Français et c'est ce que nous faisons. Est-ce que ça veut dire que vous souhaitez, vous, à titre personnel, une candidature d'Emmanuel Macron ? Moi, je n'ai pas de doute sur le fait que c'est probablement le meilleur président de ces 40 dernières années et que s'il était appelé à marquer sa candidature, je serais évidemment derrière lui.
Je crois que ça ne surprendra personne. Merci Agnès Pannier-Runacher d'avoir été l'invité politique de ce 23h ce soir sur France Info. On en vient à cette information. À partir de demain, les automobilistes devront lever le pied dans Paris. La vitesse passera de 50 à 30 km/h dans presque toutes les rues de la capitale. Cette mesure qui existe déjà dans plusieurs villes de France vise à améliorer la sécurité routière et à faire baisser les nuisances sonores et la pollution. Le sport de votre week-end est d'abord un match qui a attiré tous les regards ce soir. Reims-PSG, score final 2-0 pour les Parisiens. Au-delà du score, ce sont surtout les premiers pas de Lionel Messi avec le maillot parisien qui était scruté ce soir. Un match de Ligue 1 diffusé, tenez-vous bien, dans 208 pays, presque incroyable. Alexandre Chauveau. 66e minute entre Reims et le Paris Saint-Germain ce dimanche soir. Lionel Messi remplace Neymar et fait ses débuts en Ligue 1 sous l'ovation des 21 000 spectateurs du Stade de l'Aune. Pas titulaire en début de match, Messi a assisté du banc de touche au doublé de Kylian Mbappé, bien servi par Di Maria en première mi-temps, puis par Hakimi en seconde période. Mais l'attraction du match était bien le nouveau numéro 30 du Paris Saint-Germain, scruté par les caméras du monde entier. Le match était retransmis dans 208 pays. Plus tôt dans la journée, la simple apparition de Lionel Messi à l'entrée de l'hôtel des joueurs parisiens provoque l'effervescence chez les fans, prêts à tout pour l'apercevoir. On était là, on voyait rien. Et mon cousin et moi, au début, je voulais lui porter, je voulais me sacrifier pour le porter, pour qu'il le voie. Mais au bout d'un moment, il y a un monsieur qui a cassé les deux barrières et on a pu voir, et on a pu tout filmer. Si les places au stade se sont vite arrachées, le prix des billets s'est envolé sur les sites de revente jusqu'à 1 000 € l'unité. Preuve que l'effet Messi a déjà commencé à opérer. Encore un mot de sport avec la très belle moisson du jour pour les athlètes français aux Jeux paralympiques de Tokyo. 7 nouvelles médailles décrochées aujourd'hui. Une en argent pour Matteo Boeas en tennis de table et 6 autres médailles de bronze, notamment en aviron ou encore en judo. La délégation française totalise 26 médailles, dont 3 en or. Ainsi va l'actualité en ce dimanche soir. Très heureux de vous avoir accompagné pour ces soirées d'actualité du mois d'août. Demain, à cette place, vous retrouverez Patricia Loison. Belle fin de soirée sur France Info.